Je visite 2 pays d'Amérique du Sud dont les noms se ressemblent mais qui n'ont rien en commun, hormis leur volonté de tout faire pour vous permettre de réaliser vos rêves les plus fous. L'Uruguay et le Paraguay sont des pays souvent délaissés par les touristes. Ils sont situés au centre et sur la côte sud-est de l'Amérique du Sud. Mon voyage commence à Montevideo, la capitale de l'Uruguay. Je vais remonter la côte jusqu'à la communauté hippie de Cabo Polonio avant de rejoindre le pays des Gauchos dans la région de Tacuarembó. Je vais ensuite m'enfoncer dans les terres vers le Paraguay. De la capitale, Asunción, je vais gagner le sud pour visiter les ruines jésuites de Trinidad avant de terminer par le nord et la réserve naturelle de Mbaracaju. Montevideo est la capitale et la plus grande ville d'Uruguay. C'est le plus joli port de la région et les Espagnols se sont installés ici en 1726. C'est depuis devenu un centre maritime prospère. Il ne reste pas grand-chose du passé espagnol de la ville. Elle attire aujourd'hui beaucoup d'Argentins de Buenos Aires qui viennent profiter du soleil, de la mer et de l'atmosphère de vacances qui règne ici. C'est dimanche, donc je vais faire comme les gens d'ici, manger. Le Mercado del Puerto a la réputation d'être le paradis des gourmets. Cet endroit grouille de monde. Manifestement, la spécialité de la maison, c'est la viande. Je pense qu'il faut se lancer et commander. Bonjour. Ça va? Ça va. Qu'est-ce qui est typique? Les grillades. Ah ouais? Ça va faire beaucoup. Vous avez plus petit? Plus petit, un chivito? Alors, de la viande non identifiée ou un chivito? Je vais prendre un chivito. Je ne sais pas ce que j'ai commandé, mais on me dit que c'est typique et excellent. Regardez-moi toute cette viande. Il y a tout un élevage sur ce grill. Chivito. C'est pas vrai. C'est l'infarctus garanti dans cette assiette. Il y a du jambon, du fromage, du bœuf, des œufs et quelques légumes symboliques. C'est bon? Très bon. Je me serais contentée de la moitié, mais c'est bon. Très bien. Je peux avoir un doggy bag? Hein? À Montevideo, la vie se concentre autour des plages et de la promenade de 22 km appelée la Rambla. En février et mars, la ville s'anime pour la saison du carnaval. C'était génial. Merci. On m'a dit que c'était le carnaval. Expliquez-moi. C'est du candombe. Le candombe est une musique traditionnelle d'Uruguay. Elle s'inspire des Noirs qui vivaient ici à l'époque coloniale, au XVIIe et XVIIIe siècle. Quand les Espagnols sont arrivés, ils ont amené des esclaves africains qui nous ont beaucoup appris. Et vous rendez hommage à cette période de l'histoire. C'est ça. Maintenant, vous allez danser.
Je prends un cours de danse. Ça nécessite un déhanchement qui m'est totalement étranger. Montrez-nous, mesdemoiselles. Le candombe est la star du festival. Il est joué lors du grand défilé des Llamadas. En Uruguay, la saison du carnaval dure plus de 80 jours. Mais le défilé des Llamadas est incontestablement l'un des plus spectaculaires. Las llamadas signifie les appels, en référence à l'époque où les esclaves se servaient de percussions pour appeler leurs voisins à se réunir. Quand l'esclavage a été aboli, ce sont les Blancs qui ont introduit le candombe au carnaval. Et le succès a été immédiat. Une cinquantaine de groupes de candombe s'affrontent chaque année pendant les llamadas, dans l'espoir de conquérir le cœur du public et de remporter le premier prix. Je suis la côte vers l'est en direction des stations balnéaires de Punta del Este et Cabo Polonio. Les moyens de transport sont limités. Le réseau ferroviaire est peu développé et les bus sont lents. Le meilleur moyen de visiter le pays, c'est en voiture. Et en Uruguay, c'est une expérience à part entière. Il y a plein de vieilles voitures sur les routes, car pendant longtemps, il n'y avait pas d'usine et les importations coûtaient très cher. Alors tout le monde a gardé son vieux taco. Et c'est pour ça que je conduis une coccinelle de 76. Avec ses longues plages de sable doré, cette côte baptisée la Riviera sud-américaine est le lieu de villégiature des gens riches et célèbres depuis des décennies. Et la grande attraction, c'est Punta del Este. Les investisseurs immobiliers ont jeté leur dévolu sur cet ancien village de pêcheurs et ses 30 km de plages immaculées dans les années 40. Ils en ont fait l'une des stations balnéaires les plus luxueuses du continent. La ville a certes perdu de son charme, surtout si on la visite à la saison des pluies, mais sa renommée et sa sculpture de main géante attirent les touristes toute l'année. Punta del Este est plutôt calme car on est hors saison, mais l'été, c'est toujours une destination très prisée de la jet set. Le visage du luxe a un peu changé avec toutes ces tours. En fait, Donald Trump a investi 13 millions d'euros ici récemment. Ça veut tout dire. Qu'il pleuve ou non, je ne suis pas fan des paillettes et je continue vers l'est, là où les immeubles et les voitures ne sont pas bien vus. Une route s'arrête et une autre commence. Il n'y a qu'un moyen d'aller à Cabo Polonio et c'est là-dedans. C'est le prochain? Ok. Quel endroit de rêve! Tout d'abord, on voit l'océan et au loin, le village de Cabo Polonio. C'est incroyable. On dirait Robinson Crusoe qui rencontre Mad Max. Très bizarre.
Cabo Polonio n'était qu'un petit village de pêcheurs quand quelques hippies ont emménagé ici dans les années 60. Ils ont construit ces maisons de fortune à partir de matériaux rudimentaires et une ville a surgi peu à peu. Malgré l'accès limité à l'électricité, au transport routier et à l'eau potable, Cabo Polonio accueille aujourd'hui plusieurs restaurants, boutiques et petits hôtels. C'est devenu le rendez-vous des voyageurs en quête d'un retour aux sources. J'ai réservé dans une pension à côté de la plage. Hola. Hola! Hello. Il y a quelqu'un? Bonjour. Bonjour, Bonjour, Oli. bienvenue. Moi, c'est Robert. Je peux vous aider? Bien sûr. Merci. Je vous en prie. Par là? Faites comme chez vous. C'est magnifique. Là, c'est la bibliothèque. Vous voyez les lampes? Il n'y a pas d'électricité ici. On se sert de batteries qu'on charge grâce à l'énergie solaire. D'accord. Ça, j'adore. C'est la salle de bain. Il y en a une ici Ouais. et une à l'intérieur. La salle de bain est une œuvre d'art. Regardez, la douche fonctionne avec un seau et mon détail préféré, le parapluie au-dessus des toilettes, au cas où il faudrait y aller quand il pleut. C'est votre chambre. Elle vous plaît? Super. Il y a une moustiquaire au-dessus du lit si vous voulez. Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi, je suis là pour vous aider. Merci beaucoup. Bon séjour, ravi de vous connaître. Pas d'électricité, pas d'internet. J'entends les vagues et c'est la pleine lune. C'est ma définition de l'instant parfait. C'est incroyable. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Tout le monde nous avait dit qu'il fallait vraiment venir ici et maintenant que j'y suis, je dirais la même chose. C'est un endroit mystérieux. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a la plage et quelques bars et on mange vraiment bien. On ne vient pas ici pour les activités, plutôt pour se détendre et profiter de la vie. Ouais. Je suis d'accord. Il n'y a pas d'électricité, mais ce n'est pas une raison pour porter des vêtements sales. J'ai trouvé une machine. Je mets un peu de lessive ou de shampoing, n'importe quoi marcherait hormis du dentifrice, j'imagine. Ensuite, je vais au puits. Je remonte un peu d'eau. Ça suffit. C'est la minute petite maison dans la prairie. Je verse l'eau dans la machine. Je tourne le bouton marche. Et maintenant, l'électricité. On fait le cycle de lavage, de rinçage et d'essorage, tout en profitant du paysage. Même pas besoin de remettre des pièces. Cabo Polonio est situé sur un cap bordé de longues plages de sable fin. Donc pas étonnant que tout le monde ici se retrouve à la plage. Mon hôte et moi avons rencontré des musiciens argentins de passage dans la région. C'était super. Ouais, Il y a une communauté permanente ici. oui. Racontez-moi. Les gens ont d'abord commencé par squatter l'endroit. Et petit à petit, la ville a commencé à s'étendre. Aujourd'hui, on est à plus de 60 à vivre ici à l'année. Il y a une volonté délibérée de rejeter le monde moderne. Il y a une volonté de préserver l'endroit tel qu'il est. Comment vous avez atterri ici? Je suis venu ici pour la première fois en 1989. Et au fil des années, chaque fois que je partais, j'étais un peu plus triste. J'ai même pleuré plusieurs fois. J'ai fini par me dire que je devais vivre ici. Ça fait maintenant 10 ans. Et tout va bien? Pour l'instant, tout va bien.
Je le dis très sincèrement. J'ai trouvé ma place sur cette terre et c'est ici, à Cabo Polonio. La popularité croissante de Cabo Polonio a bien sûr attiré l'attention des entrepreneurs. Mais pour l'instant, le gouvernement interdit toute construction afin de préserver la beauté naturelle du lieu et de protéger ses plus anciens habitants. Car c'est ici que vit la plus grande colonie d'otaries d'Amérique du Sud. Cabo Polonio est un refuge pour les animaux, pour les gens, pour l'âme. C'est un endroit où le mot « tranquilo », que j'entends tout le temps en Uruguay et qui signifie « calme », prend tout son sens. Je prends la direction du nord-ouest vers le pays des Gauchos, Tacuarembó. L'Uruguay compte 3 fois plus de vaches que d'hommes, et la viande et le cuir représentent une grande part des exportations. La plupart des ranchs, appelés estancias, accueillent avec plaisir les visiteurs tant qu'ils sont prêts à mettre la main à la pâte. Je fais escale à l'Estancia Panagia, à 1 heure de route de Tacuarembó. Les paysages ici sont magnifiques, mais c'est une exploitation agricole avant tout. Et je ne suis pas là pour me tourner les pouces. C'est l'heure de rassembler les bêtes. Et Juan, qui vient d'une famille de gauchos, va me montrer les ficelles. Bonjour, bonjour. Bonjour. Enchanté. Moi aussi. C'est une selle de gauchos. On n'en trouve nulle part ailleurs. On monte plus à cheval ici que n'importe où dans le monde. C'est pour ça qu'on a besoin d'une selle très confortable. Une peau de mouton. C'est génial. C'est comme mettre un petit coussin sur la selle. J'ai 2 types de brides. Ça, c'est la bride européenne, britannique et américaine. Et ça, c'est la bride gaucho. Elle a cette forme crantée que la vôtre n'a pas. Vous vous servez des 2 mains et vous tirez fort sur la bride. Vous ne pouvez pas faire ça avec une bride gaucho, parce qu'à chaque fois que vous tirez, voilà ce qui se passe. Vous faites pression sur le palais du cheval et ça lui fait très mal. Parfois, vous tirez trop fort. On a des problèmes avec les Britanniques, surtout quand ils savent monter, parce qu'ils ont beaucoup de mal à changer leurs habitudes et à lâcher la bride. Les Espagnols ont introduit le bétail en Uruguay au XVIe siècle. Les gauchos sont apparus peu de temps après. On va remonter jusqu'à la clôture et la suivre jusqu'au bout. D'accord. La barrière est là-bas. N'oubliez pas d'y mettre de l'énergie, Oli. Il faut qu'elle sache que c'est vous le chef. À l'origine, les gauchos s'étaient engagés pour aller chercher le bétail et les chevaux en fuite. Peu à peu, ils ont adopté un style de vie semi-nomade en se déplaçant d'un ranch à l'autre. Chica, chica. Parfait. Par là. On a bien mérité une pause déjeuner. On va boire du vin et de la bière. La siesta est de rigueur ici. La tradition en Uruguay veut qu'on s'échange des ragots, qu'on se plaigne du gouvernement Ah, d'accord. et qu'on parle de la vie des autres. Vous vous sentez d'abord uruguayen ou gaucho? Gaucho. Pour nous, c'est une culture si ancienne et si riche qu'elle traverse les frontières. Elle est née avant la fondation de l'Argentine, de l'Uruguay et du Brésil. La tradition gaucho est bel et bien vivante dans toute l'Amérique du Sud. Mais une fois par an, tous les regards se tournent vers l'Uruguay.
Chaque année, en mars, les gauchos se retrouvent à Tacuarembó pour montrer leur savoir-faire dans tous les domaines de la vie d'un ranch. Jusqu'au plus improbable. L'authenticité est le mot d'ordre ici. Ces gauchos sont là depuis des semaines en train de construire des habitations avec de la paille, des briques, de l'herbe, du bois, tous les matériaux qui servaient il y a 100 ou 150 ans. À la fin, bien sûr, on décerne un prix à celui qui a le mieux réussi. C'est quoi? C'est une espèce de bouteille. Elle est pleine. Ah, c'est une bouteille. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Pour l'instant, de l'eau. Elle est remplie d'eau, mais une fois le soleil couché, On met plutôt autre chose. on y met du bon vin sud-américain peut-être. Voilà. Regardez ces chaussures. C'est dingue. C'est entièrement fait avec de la peau de vache. Avec une doublure en toile. J'ai un nouveau chapeau. Alors, ça me va bien? Super. Les concurrents ne reculent devant rien. Non seulement ils recréent des villages d'époque avec des outils du 19e siècle, mais ils s'habillent, mangent, dorment et vivent comme leurs ancêtres. Certains font même le voyage à cheval et à la fin de la semaine, tout le monde repart avec son œuvre d'art. Regardez cette vieille carriole du 19e siècle. Tout ce décor est la reconstitution d'une ville minière. Cet homme prépare ce qui ressemble à un ragoût géant. C'est du poroto, vous voulez goûter? Oui, il va me faire goûter. C'est un repas complet, regardez. Une soupe bien épaisse, des haricots, de la viande, des carottes peut-être? Ok, merci. Ça a l'air délicieux. Ça s'appelle du poroto. C'est très bon. C'est comme du porc et des haricots, mais super bon. Voilà un autre village. Il y a des lits de camp et des bassines pour se laver, comme chez les cow-boys américains. Ils vivaient dans des cabanes minuscules. Les gauchos étaient nomades à l'époque. Bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous? J'incarne une infirmière qui s'appelait Anna Packer et qui est venue d'Angleterre en 1882. Elle travaillait ici, dans l'hôpital de la région. D'accord. Et lui? C'est mon mari, c'est le docteur Davison. Bonjour. Entrez, je vais vous faire visiter. Très bien. Allongez-vous. Imaginons qu'on est vers 1870 et que je suis malade. Allongez-vous. Vous avez de la fièvre, vous êtes brûlante. Votre mari vous a quitté pour une autre et vous vous retrouvez avec 5 enfants sans argent. Je vais m'occuper de vous. Il n'y avait pas de médicaments pour faire tomber la fièvre. Alors regardez. Ça fait du bien. La fièvre tombe, ça va mieux? Beaucoup mieux. Vous m'avez soigné? Vous m'avez guéri de mon marivolage? Je vous en trouverai un autre. Vous êtes riche, vous aurez plein de maris. Le moment fort des festivités, c'est le rodéo. C'est l'occasion pour les meilleurs cavaliers de la région de faire leurs preuves. J'assiste à l'une des épreuves les plus difficiles, le dressage. Et d'après ce que je vois, c'est plutôt le cheval qui dresse le gaucho et non l'inverse. Je quitte l'Uruguay en direction de l'ouest pour rejoindre le Paraguay et sa capitale, Asunción.
Avant l'arrivée des colons espagnols au début du XVIe siècle, le Paraguay abritait des tribus indigènes nomades. C'est aujourd'hui l'un des pays les moins touristiques d'Amérique du Sud. Sur les rives du Rio Paraguay, Asunción est la plus grande ville du pays. Elle a été fondée en 1537 par le conquérant espagnol Juan de Salazar y Espinosa. C'est l'une des plus anciennes colonies sud-américaines et pourtant il ne reste pas grand-chose du passé colonial de la ville. Elle a su développer une identité propre et le meilleur endroit pour le vérifier est le Lido Bar, une véritable institution. C'est bondé ici. J'imagine que l'idée c'est de jouer des coudes et de commander. Si j'arrive à trouver une place. C'est libre? Je peux m'asseoir? Cette place m'attendait. Merci. Il paraît qu'il faut prendre la soupe de poisson. La soupe de poisson, c'est ça. Et ça, c'est la sopa paraguaya. Ça s'appelle de la soupe? Oui, on dirait un gâteau, mais ça s'appelle de la soupe. Je vais opter pour la version traditionnelle. Et ça, c'est quoi? De la viande. De quel animal? Du bœuf. Du bœuf? Oui. Du bœuf qui a la forme d'un hot dog? Une soupe, s'il vous plaît. De poisson? Oui, de poisson, la spécialité de la maison. Le Paraguay est bordé de rivières, donc on y mange surtout du poisson d'eau douce. La soupe du Lido est à base de poisson-chat et les habitants de la ville en raffolent. Merci beaucoup. De la soupe de poisson. Très riche, très épaisse, crémeuse, avec de gros morceaux de poisson et une petite pointe de piment rouge, je crois. Je préfère ça à ça. Les Paraguayens sont très fiers d'avoir acquis leur indépendance sans qu'une goutte de sang ne soit versée. Malheureusement, ce pacifisme n'a pas toujours été de rigueur. Le pays a connu une période très sombre entre 1954 et 1989 sous la dictature du général Alfredo Stroessner, petit-fils d'un immigrant allemand. Voici le Palacio de Gobierno, le siège du gouvernement depuis le 19e siècle. Quand Stroessner était au pouvoir, il régnait une paranoïa ambiante. Et on dit que celui qui regardait ce palais trop longtemps risquait d'être arrêté, torturé ou pire encore. Avec le soutien des États-Unis, Alfredo Stroessner a instauré un régime répressif destiné à éliminer les citoyens présumés communistes et subversifs. C'était en réalité une façade qui lui permettait de torturer, tuer, mutiler ou expulser les opposants. Les souvenirs macabres de la dictature sont exposés ici, au Museo de las Memorias, sur le site de l'un des plus sinistres bâtiments du gouvernement. Ici, pendant l'ère Stroessner, c'était l'Asuntos Técnicos, le ministère des Affaires techniques, un euphémisme pour parler de torture. Tout se passait ici, sous la tutelle des États-Unis. Et voici quelques instruments. Cet appareil à électrochoc était utilisé sur les parties génitales. Ici, on a une seringue qui servait à injecter un sérum de vérité pendant l'interrogatoire. Je ne sais pas comment s'appelle cet objet, mais c'est une boule avec des clous qu'on balançait dans le dos. Au tout début des interrogatoires, on utilisait ça, des pinces pour arracher les ongles des doigts et des pieds. C'était la première étape. Et croyez-le ou non, c'était pire ensuite. Ce téléphone est certainement l'objet le plus atroce de la pièce. Quand des gens étaient torturés, on appelait leurs proches pour qu'ils les entendent hurler. Ça faisait partie d'une vaste campagne d'éradication des communistes, des intellectuels, des homosexuels, tous ceux qui se trouvaient là au mauvais moment. Martin Almada était enseignant pendant la dictature.
Il était considéré comme subversif car il possédait de la littérature de gauche et se battait pour de meilleures conditions de travail. Il a été séquestré ici pendant 3 ans et torturé régulièrement. Depuis sa libération en 1977, il œuvre sans relâche pour faire éclater la vérité. C'était une salle de torture. Ici, cette baignoire était remplie d'eau, de matière fécale et d'urine. Il me mettait dedans. Et une personne sourde et muette appuyait de toutes ses forces sur mon dos pour que j'avale les excréments et l'urine. En même temps, il montait ce transistor à plein volume pour que les voisins ne m'entendent pas crier. Je suis resté ici pendant 8 jours. Le 9e jour, ils ont envoyé mes vêtements couverts de sang à ma femme. Le 10e jour, la police politique a appelé ma femme et lui a dit que l'opposant Martin Almada était mort et qu'elle devait venir récupérer le corps. Alors ma femme a fait une crise cardiaque. Elle est morte de chagrin. Elle a fait une crise cardiaque. Oui. Comment avez-vous fait pour surmonter ça? Car vous êtes encore là, vous avez survécu. Je ne me considère pas comme une victime. Je ne suis resté ici que 1000 jours. D'autres ont été retenus prisonniers pendant 20 ou 25 ans dans des conditions inhumaines. Au Paraguay, ils torturaient à visage découvert. On connaissait tous nos bourreaux, mais pas leurs noms. Et vous avez revu ces hommes? Oui, je les ai revus plusieurs fois. Un jour, j'ai dit à un ancien bourreau, « Tu m'as torturé dans cette baignoire. » Il a répondu, « Non, j'ai torturé d'autres gens, mais pas toi. Je veux qu'ils expliquent pourquoi ils ont fait ça et qu'ils demandent pardon. » Après être sorti de prison, j'étais persuadé que ma mission était de défendre les droits de l'homme. Pas seulement au Paraguay, mais pour qu'il n'y ait plus jamais de torture dans toute l'Amérique latine. C'était ma conviction, mon combat. Je dois prendre le bus ici pour quitter la ville. Et en attendant, je vais goûter la boisson nationale du Paraguay, du tereré. Bonjour, un verre s'il vous plaît. Le tereré est une boisson à base d'herbes. Les Paraguayens en raffolent et on en trouve à emporter un peu partout dans la rue. C'est comme aller dans un café et commander une boisson compliquée. Ici, on choisit ses herbes. Lui veut un format géant, on dirait. Et il va le siroter toute la journée. C'est assez proche du maté, l'infusion qu'on boit en Argentine, à la différence que le tereré est glacé. C'est une tradition géniale. On fait le plein de vitamines avec une seule boisson géante. Le Paraguay en bouteille. On verse ensuite le liquide glacé sur les herbes. C'est bon. Ça a un goût d'herbe et surtout d'herbe. Salut. Elle a même un drive. Même le chauffeur de bus fait remplir son thermos. C'est mon bus. C'est la ligne 11. Je dois y aller. Merci. Aregua? Oui? Direction l'Est et les petites villes d'Aregua et de San Bernardino. Puis les ruines de la mission jésuite de Trinidad. Se déplacer au Paraguay est plutôt épique. Il y a peu de trains et à moins d'avoir une voiture, le seul moyen de locomotion est le bus.
Avec un peu de chance, il y a même de l'animation à bord. Sur les rives du lac Ypacaraí, le petit village d'Aregua est très prisé des habitants d'Asunción, qui viennent s'y rafraîchir l'été et acheter de l'artisanat local. Mais je ne m'arrête pas ici. Je prends un bateau pour rejoindre l'autre rive malgré la pluie. Je saute ? Le lac Ypacaraí est mythique pour les Paraguayens. Lieu de villégiature des gens fortunés pendant plus d'un siècle, il incarne la nostalgie d'une époque révolue. Il a été immortalisé dans une chanson, Recuerdos de Ypacaraí. Le lac Ypacaraí a acquis ses lettres de noblesse à la fin du XIXe siècle, quand des immigrants allemands ont fondé la ville de San Bernardino. Je vais dormir à l'hôtel del Lago, un lieu chargé d'histoire. Au fil des années, l'hôtel a vu défiler une clientèle éclectique d'artistes, d'intellectuels, d'hommes politiques et d'aventuriers du monde entier. Son propriétaire actuel, Osvaldo Codas, lui a redonné sa splendeur d'antan. C'est une photo de Wilhelm Weiler, le créateur de l'hôtel del Lago. Il est arrivé au Paraguay à la fin du XIXe siècle en compagnie d'autres immigrants allemands, avec dans l'idée l'utopie d'une nouvelle Allemagne. Pourquoi avoir choisi le Paraguay? Le Paraguay sortait d'une guerre très longue contre le Brésil, l'Uruguay et l'Argentine. La guerre de la Triple Alliance. Quand elle s'est terminée en 1870, le Paraguay a lancé une grande campagne d'immigration en Allemagne et en Autriche, entre autres. Beaucoup de gens sont morts? 90% de la population. 90% des Paraguayens sont morts? Oui. Le Paraguay est en perpétuelle reconstruction depuis la fin de la guerre. Encore aujourd'hui. Donc, ils ont ouvert les portes du pays parce qu'il ne restait plus personne. Oui, absolument. La politique d'ouverture du Paraguay a attiré de nombreux groupes aux idées utopiques. Beaucoup ont échoué, mais la colonie allemande a réussi à s'implanter et a fait de l'hôtel son QG politique. C'est dans ce patio qu'a été fondé le premier parti nazi en dehors de l'Allemagne. Ici? Oui, ici. Avec les Allemands déjà installés, bien sûr. Beaucoup de familles qui vivaient ici envoyaient les jeunes en Europe, notamment pour faire la guerre. Le mouvement nazi au Paraguay s'inspirait des deux fondateurs de la colonie allemande, Bernhard Förster et sa femme Elisabeth Nitsch, qui prônaient la suprématie aryenne. Ils cherchaient une identité allemande. Ça n'avait rien à voir avec le nazisme qu'on connaît aujourd'hui, celui de la Seconde Guerre. Hitler a repris ces idées pour construire autre chose. Mais au départ, c'était plus naïf. Un désir de créer une société plus saine. Mais aryenne. Oui. Et ensuite? Les jeunes de la colonie ont commencé à se marier avec des habitants d'ici, des Paraguayens. Et ça ne correspondait pas à leur vision de l'utopie. Exactement.
Bien sûr, tous les Allemands venus s'installer au Paraguay n'étaient pas nazis. Mais le docteur Mengele, par exemple, proche d'Hitler et célèbre pour ses expériences génétiques monstrueuses, a trouvé refuge ici. Beaucoup de nazis venus au Paraguay après la guerre reposent au cimetière allemand de San Bernardino. C'est également ici que gît le sinistre créateur. C'est la tombe de Bernard Förster. Il est mort bien avant qu'Hitler ne prenne le pouvoir. Mais Hitler admirait tellement ses idées qu'il a demandé à ce qu'on dépose un peu de terre allemande sur sa tombe. Et apparemment, les gens l'ont fait. Bien avant les Allemands, les premiers immigrants à débarquer au Paraguay étaient espagnols. Et ils sont venus avec des missionnaires chrétiens. Parmi eux, des prêtres jésuites ont fondé au XVIIe et XVIIIe siècle des missions à l'ampleur considérable. Voici les ruines de la mission jésuite de Trinidad. Elle a été construite en 1706 et c'est l'une des nombreuses missions de la région, toutes destinées à convertir la population guarani au catholicisme. Chaque mission comptait 2 ou 3 prêtres et accueillait des milliers d'Indiens guarani voulant échapper à l'esclavage. Ils étaient logés en contrepartie de leur travail et apprenaient aussi bien les techniques agricoles que la musique et l'art. Le père Carlos Canillas considère ces missions comme un modèle. Voici l'église principale de la mission de Trinidad. Elle est beaucoup plus grande que ce que j'imaginais. Oui, regardez. En pleine jungle, construire une église de cette taille était incroyable. Cette sculpture sur le mur, ce sont des anges. Ils jouent de plusieurs instruments de musique. Il y a un orgue, une trompette, une flûte, une harpe, car ici, les jésuites apprenaient aux Indiens à fabriquer des instruments et à en jouer. Et que pensaient les Indiens de tout ça? Ça leur plaisait, parce qu'ils vivaient très bien ici. Ils étaient en famille, ils étaient libres et avaient à manger, à boire et de quoi vivre confortablement. Et au milieu de la jungle, ils ont construit cet endroit merveilleux. La réussite des jésuites les a malheureusement conduits à leur perte. Menacés par la prospérité et l'indépendance de ces missions, le roi d'Espagne les a fait expulser du Paraguay avec le soutien du pape en 1768. La fin de mon voyage approche. Je prends la route du nord pour rejoindre la réserve de Mbaracaju à 300 km d'ici. C'est le terrain de chasse des Indiens Hatchés. Après le départ des Jésuites, les Hatchés et les Guarani ont dû lutter pour survivre. Les réserves naturelles comme celle de Mbaracaju permettent de protéger et de faire renaître leur culture. Ces enfants me tiennent compagnie pendant que j'attends des chasseurs Hatchés, qui arrivent, je crois. Ils font partie des derniers chasseurs-cueilleurs du Paraguay, et ils m'ont promis de m'emmener dans la forêt pour m'apprendre leurs méthodes traditionnelles. Bonjour, moi c'est Oli. Ok. Ravie de vous rencontrer. Enchantée. Les Hatchés sont apparentés aux Guarani et sont parmi les rares peuples indigènes à avoir survécu. Ils vivaient dans la forêt et on leur a attribué des pratiques cannibales. Aujourd'hui, ces Indiens vivent en dehors de la réserve. Mais le gouvernement les autorise à y pénétrer pour chasser de façon traditionnelle. C'est un renard. Il vient vers nous. Cours! Le renard l'a regardé, l'air de dire « Hein ?» J'aurais mieux fait de me taire. Maintenant, c'est mon tour.
C'est une très grosse flèche pour chasser le jaguar. Je vais essayer de ne pas faire n'importe quoi. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Une seconde. Zut. Je vois pas pourquoi vous rigolez. La réserve naturelle de Mbarakadjou couvre plus de 64 000 hectares de terre et abrite une faune très variée. Mais pour atteindre les meilleurs coins de chasse, il faut encore parcourir 7 km à pied. On vient de traverser une colonie de fourmis dont tout le monde essaie de s'en débarrasser. Et comme bien sûr les Indiens sont pieds nus, ils font une petite danse. Les Hatchés connaissent la jungle comme leur poche et trouvent à manger n'importe où. Ils veulent me faire partager un de leurs péchés mignons. Ils ont trouvé les larves dont ils me parlaient. Des petits vers tout blancs. Il va en manger une. On y va. C'est une larve dégoûtante et visqueuse trouvée dans un arbre. À la guerre comme à la guerre. Plus sec. Je peux pas avaler ça. Ça y est! Je viens de me racheter pour ma piètre performance au tir à l'arc. Mais il se fait tard et on n'a encore rien chassé. Certains sont partis en éclaireur. Ils ont dit qu'ils pensaient savoir où trouver des tatous. Il y a un tatou prisonnier sous ses racines. Ils essaient de le cerner et de le débusquer. Il enfonce le bras dans le trou jusqu'à l'épaule. Regardez. Il l'a. Allez, je le vois, je le vois. C'est pas vrai, non. Ils l'ont, ils l'ont. Génial. Regardez, bravo. On est là depuis un quart d'heure à gratter autour des racines pour attraper ce tatou. Et voici la récompense. Je vous avais dit que les chasseurs avaient de l'humour. Il y a beaucoup de tatous au Paraguay. Et c'est un aliment de base pour les Hatchés. Mais on en mange dans toute l'Amérique latine. Cet animal est un cousin du fourmilier et du paresseux. Son nom signifie en espagnol « petite bête à armure » à cause de sa carapace. Ils se partagent les intestins, mais je crois que je vais passer mon tour et opter directement pour une patte peut-être. J'essaie d'arracher la viande de la carapace. Je vais mordre dedans. C'était gracieux. Ça a un goût de... C'est très bon. Bonne côtelette. Du tatou première catégorie. Merci, merci de m'avoir emmené aujourd'hui. Les peuples indigènes du Paraguay croient en ce qu'ils appellent Ivimaray, une terre où le mal n'existe pas. Une utopie où les hommes vivent heureux en paix. Découvrir cette partie de l'Amérique a été fantastique. Il y a tellement de cultures différentes et de personnalités fortes. Des gauchos d'Uruguay aux Hatchés du Paraguay. C'était vraiment super. Et je reviendrai, c'est sûr.